Une décision difficile mais juste et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Voilà ce qu'a déclaré Andrea Stella, le patron de McLaren. La décision en question et qui fait beaucoup parler, c'est d'inverser les positions de Piastri et Norris au Grand Prix de Monza. On en parle bien sûr en détail dans cette émission. Dans cette émission aussi, il y aura Red Bull, Cadillac, quelques rookies. C'est les autres sujets qu'on va aborder ensemble. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel en pole position sur Automoto. 1 heure environ ensemble pour parler de la Formule 1. Et à mes côtés, comme toujours, Zahir, bonjour, et Julien. Vous êtes là en forme, retour de vacances? Absolument. Ça s'est bien passé. Ça date déjà. Hein, mais... Ouais. Bon, en forme en tout cas pour rattaquer super la deuxième partie de cette saison. On a vécu 4 Grands Prix depuis la dernière émission ensemble. Il y a eu le Grand Prix de Belgique, de Hongrie, des Pays-Bas et d'Italie. Pas mal d'enseignements, pas mal de choses justement à aborder ensemble. Et je vous propose tout de suite d'attaquer dans le vif du sujet et de parler de McLaren. Je l'ai dit en préambule, avec cette citation d'Andrea Stella. Pour remettre dans le contexte, Monza, il y a quelques jours, là, à l'heure où on enregistre cette émission, un arrêt trop long pour Lando Norris qui était à ce moment-là devant Oscar Piastri. Oscar Piastri priait de redonner la place, la P2 à Norris pour, d'après l'équipe... Question d'équité. Exactement, pour l'équité, pour le championnat. Alors, première question, est-ce que déjà McLaren, face à ces problèmes de riches, ne sait plus comment faire, ne sait plus gérer la situation? Moi, je trouve qu'elle a très bien géré la situation. On a pu, à certains moments de la saison, penser le contraire. On l'a dit. D'ailleurs, on en parle pour McLaren parce que c'est les candidats au titre, mais globalement, au sein des écuries, je suis pas toujours en phase avec ce qui se fait, ce qui se décide, etc. en termes d'équité. Et là, pour le coup, c'est une décision de pure équité. Lando Norris, il a dominé Oscar Piastri pendant tout le Grand Prix. Il a été devant, il était deuxième derrière Verstappen. Donc, il a maintenu cette position sur 60 tours ou je sais pas combien, et sur 45 tours. Et tu te retrouves à un moment à perdre cette position-là au profit de ton coéquipier parce que l'écurie a mal géré déjà. Ils l'ont pas fait rentrer en premier. Donc ça, c'est étrange. Et ensuite, quand tu ressors, quand c'est Norris qui rentre, l'arrêt, il est interminable et il ressort derrière Piastri. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'adversaire entre les deux, logique de leur donner la position. Et j'aurais été du même avis si ça avait été Piastri. Alors avant de te donner la parole, Julien, pour effectivement l'arrêt, ils l'ont expliqué, c'était Piastri en premier. C'est pas ce qu'ils voulaient, mais c'était pour couvrir justement la stratégie Ferrari, exactement, Leclerc. Julien. Je suis parfaitement aligné avec Zahir. Je trouve que effectivement, c'était un choix à faire. En plus, Piastri était moins rapide que Norris à ce moment-là. D'ailleurs, quand il lui a rendu la place assez vite, Norris est parti assez loin. En quelques tours, il était déjà plus largement en dehors de portée du DRS. Donc, on peut se dire que c'était plutôt une bonne décision. Sportivement, c'était bien. Après, moi, je dirais en tant que spectateur, je trouve ça super parce qu'il y a une vraie hégémonie de McLaren, on le dit à chaque fois. C'est bien zéro risque. Voilà, je trouve ça bien que l'équipe, jusqu'au bout, ils se disent non, nous on laisse la chance aux pilotes. Et là, c'est vrai, ils se disent on a peut-être un peu merdé avec l'arrêt au puits qui était un peu quand même complètement raté. Bon, on redonne la chance. Sportivement, c'est vrai que si j'étais à la place de Piastri, je serais peut-être dégoûté, c'est vrai. D'ailleurs, il a dit un peu qu'il était dégoûté. Il a dit, je crois, ça serait bien que la prochaine fois l'équipe s'asseye un moment, respire pour prendre une décision, sous-entendu qu'ils ont pris une décision un petit peu hâtive. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une décision qui est assez réfléchie. Voilà, si elle avait été dans l'autre sens, si elle avait été pour Piastri, il était arrivé la même chose à Piastri, malgré quasiment 30 points d'écart, j'aurais dit exactement la même chose. Piastri doit retrouver sa position parce qu'il a fait la course en tête par rapport à son coéquipier. Tout simplement. Et si on veut rajouter un petit brin de sentimentalisme, on sort une semaine avant d'un Grand Prix où Norris a abandonné sur ennui mécanique, donc qui n'est pas de son ressort. Je pense que McLaren a une responsabilité au moment où les deux se tirent la bourre. C'est le minimum. Écoutez, moi j'ai 2 choses à dire. Déjà, je savais pas que tu avais un petit côté canadien, Julien. Arrêt au puits. Voilà, ça c'est l'habitude de l'entendre. Non, et puis pour démarrer cette émission, je suis heureux de pouvoir vous dire que je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec vous. Magnifique. C'est vraiment, je trouve que au contraire, et Julien t'a donné un argument, Norris est plus rapide. Pourquoi ne pas laisser les pilotes se battre en piste? Si Norris est plus rapide. Très bien, pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Non mais alors,
Bien sûr, moi je me place en fait, je suis peut-être trop vieille école, trop candide, trop naïf, tout ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, ça m'agace, ça m'agace de voir que en Des fait. consignes. Ah bah bien sûr. Bah, alors mais moi je suis d'accord avec toi, mais moi je veux qu'ils se battent. Une fois que Piastri est repassé derrière, si t'es capable, attaque-le. Mais ça fait partie, en fait, les arrêts, les problèmes d'arrêt, ça fait partie de la course. C'est comme on sait aujourd'hui, on ne peut pas rejeter la faute, un pilote ne peut pas rejeter la faute à son écurie parce que, tu l'as dit. L'arrêt a été loupé? Soit l'arrêt a été loupé, soit parce qu'il y a eu un bris mécanique sur la voiture. Le fait que Norris abandonne, mais il le sait. Bris mécanique. Il le sait. Il le sait quand il s'engage avec la voiture. Et on le sait qu'aujourd'hui en F1, on a un triptyque pilote, écurie, voiture. Oui, mais contre l'adversaire, pas contre ton propre coéquipier. Moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue. Le premier des adversaires. On doit lutter à armes égales. Tu dois nous donner la même voiture. Oui, c'est comme toutes les écuries qui ont des... C'est pas possible. C'est un gros souci, des monoplaces avec des évolutions pour un pilote et pas pour l'autre. Non, mais ça, je suis d'accord. Comment tu veux être dans l'équité et dire que je peux le battre si tu me donnes pas la même chose? Puis je pense qu'il y a un côté politique aussi. Je sais pas si vous avez entendu l'interview de Rosberg qui donnait son point de vue, sur disait là. En plus, il est bien placé pour en parler parce que lui-même il l'avait fait avec Hamilton où il sait ce que c'est d'avoir une guerre dans le team. Et là, il dit, on arrive sur la deuxième moitié, on va arriver dans le dur, et je pense que l'équipe, eux, ils veulent dire, nous, on a fait les choses proprement, chacun a eu sa chance, on a raté un truc, on s'est rattrapé tout de suite derrière. Après, les gars, battez-vous si vous voulez, mais si c'est notre faute, nous, on se retire du truc. Mais donc, dans ces cas-là, c'est quoi? On demande à Piastri, en fait, d'abandonner prochain Grand Prix pour remettre les deux. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, en fait, le problème, c'est que là, je pousse peut-être le trait, mais pour moi, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors déjà, avant, on l'avait déjà ouverte, cette boîte. Mais là, de nouveau, McLaren, moi, je suis désolé, ça fait des années, des lustres qu'ils se battent plus pour le championnat, le titre. Bah là, ils ont le titre constructeur acquis, quasiment. Oui, donc c'est voilà. Bon. Non, mais donc bien sûr. Ils peuvent les laisser, mais pas n'importe comment. Tu peux pas demander à Norris de redépasser Piastri sur la piste alors qu'il a été désavantagé par l'équipe. Donc, on les remet en position. Piastri, il est une demi-seconde derrière. Si t'es vraiment plus rapide, montre-le. Et d'ailleurs, ils l'ont autorisé à attaquer. Oui. Ils l'ont autorisé. Oui, non, mais moi, c'est sûr, vraiment, dites-nous, si vous êtes plutôt team Zahir et Julien, ou alors de mon côté, moi, j'avoue, j'ai vraiment un souci avec ça. J'ai un souci. Je trouve pas que ça les rend plus humains, moi, de dire, OK, on a merdé sur l'arrêt, alors que jusque-là, McLaren, ils font les meilleurs arrêts depuis le début de la saison. Je trouve que c'est sympa de dire... oh les gars, c'est ma faute. Enfin, je sais pas. Et surtout qu'ils pouvaient la compenser cette erreur parce qu'ils étaient ensemble. Ils peuvent S'ils étaient ressortis derrière un pilote, ils n'auraient pas pu le faire. Moi, je trouve ça bien et c'est vrai qu'en tant que. Oui, mais donc ce qui prouve bien que finalement, en fait de course, on va dire classique où il y a une voiture entre les deux, ils le font pas. Oui. Ils le font pas. Donc en fait, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, c'est ça qui est justement qui est dangereux, c'est que là, tu viens de me donner un autre argument qui prouve qu'en fait, c'est l'écurie qui pense d'abord à elle. Parce qu'il y aurait eu un Leclerc, par exemple, entre les deux McLaren, ils n'auraient pas demandé à Piastri de laisser passer Leclerc pour laisser passer... Ce qui est normal aussi. Ce qui est normal, sauf que du coup, c'est l'écurie qui prime. Là, encore une fois, ils pensent qu'à leur... c'est l'écurie qui prime, et ensuite les pilotes entre eux. Mais ça, c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ça, malheureusement, je pense, on pourrait en parler pendant des heures, on a d'autres sujets à aborder, mais ça, malheureusement, c'est vrai que moi, je suis peut-être très rétro là-dessus, très à l'ancienne, où il y avait quand même beaucoup moins de politique. Je trouve, oui. Exactement. Où finalement, c'est let's them fight, si en fait. Qui nous disent en commentaire si vous trouvez qu'Albon est un vieux jeu. Voilà. C'est ça, voilà. Bon, messieurs, on va continuer. On a vu donc McLaren. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un focus sur Lando Norris. Justement, Lando Norris, la question que j'ai envie de vous poser déjà, c'est est-ce qu'il peut encore croire au titre? Il a 31 points de retard avec 8 courses restantes, dont 3 sprints à l'intérieur de ces 8 courses. J'avoue, j'ai pas fait le calcul des points restants, mais en tout cas, il est toujours en course. Plus de 200. Il y a un abandon aux Pays-Bas pour lui. Là, du coup, il y a eu une situation un petit peu, pour moi, de mon point de vue, un petit peu limite, catastrophique, et cette erreur donc qui aurait dû lui coûter 3 points, qui aurait pu lui coûter 3 points, voire plus. Parce qu'il en aurait perdu 3 et l'autre en aurait gagné 3, donc 6 points. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, avec 31 points de retard, donc plus d'une course, plus d'un Grand Prix de victoire. Il y en a 224 en jeu encore. Voilà. Alors du coup, Zahir, est-ce que Norris peut encore croire au titre ou est-ce que là il y a... Très largement, il peut y croire, oui. Il peut y croire parce que d'une part, mathématiquement, quand on parle de 31 points sur 224 en jeu, il y a de quoi faire. Déjà, il a son destin entre ses mains.
s'il gagne des courses et qu'il finit devant Piastri quasi tout le temps, il sera champion. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très, très restreint comme écart après déjà 16 courses. Donc, on sait que voilà, ça veut dire que le duel est très serré, que en fonction des circuits, des améliorations, etc., un pilote passe devant légèrement et puis recule. Donc, il a encore ses chances. Et le troisième point, tout simplement, moi, je trouve qu'il était sur une bonne dynamique pendant l'été, et notamment depuis le retour de la trêve, là. Il est rapide, il est saignant en qualif, il fait très peu d'erreurs. Donc, par rapport à ça, il a ses chances. Ouais. Et moi, j'aimerais revenir là quand même sur les Pays-Bas. Est-ce que, moralement, Piastri est pas quand même un cran au-dessus? Les Pays-Bas, notamment, il a dominé. Sauf que, bon, bah, malheureusement, il y a l'abandon, mais il a dominé. Norris. Oui, Norris. Ouais, oui, pardon, oui, non, je revenais sur Norris. Il a tout dominé. Et finalement, la pole, eh ben, c'est pas lui qui la prend. Et moi, je me demande si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là sur ces dernières courses, est-ce que moralement, Piastri a pas cet avantage qui va lui permettre de garder cette avance? Moi, je suis d'accord avec Zahir. Je trouve que 31 points, franchement, ça se fait les doigts dans le nez. Enfin, vraiment, il suffit d'être constant. Et je trouve même, pour répondre à ta question, que j'ai trouvé Norris avec un bon mental au retour de la trêve. Il s'est pas laissé intimider plus que ça par les super performances de Piastri. Il a un bon mental. On sent que c'était un peu son point faible, le mental, en plus. Ouais, mais je trouve que c'est bien parce que tu vois, c'est vrai qu'au début de saison, tout le monde disait que c'était l'année de Norris et en fait, c'est une surprise d'avoir Piastri à ce niveau cette année. Et donc, on peut imaginer qu'il lui a fallu la moitié d'une saison pour s'y faire et que là, il s'y est fait et qu'en fait, bah, dans son mindset, il se dit, ok, mon rival, c'est mon coéquipier. J'ai un rival. Le rival, c'est Piastri. Et donc là, il se met en mode challenge et en plus, il est en mode chasseur, maintenant ils n'ont pas chassé, donc c'est une position, enfin ça dépend des compétiteurs, mais en tout cas moi je préfère toujours être le chasseur que le chasser. Je me dis, bon, enfin il l'était la saison passée. D'accord, mais là ils ont les armes égales. Oui. Et ce que je rajouterais, 31 points, quand on voit, et ça m'a rassuré, bon moi je suis pas supporter de McLaren, mais qu'il y ait cette panne pour Norris, et j'ai trouvé ça super déjà parce que ça a profité pour un pilote français, donc ça c'est très cool. Ouais. Et puis même, on se dit, la McLaren, elle peut tomber en rade. Donc là, 31 points, si Piastri, il n'a pas de bol et que sa voiture, elle tombe en rade... Un 25-0, c'est déjà reparti. C'est réglé, hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc non, je suis pas... Je pense qu'avant la trêve, j'étais un petit peu plus pessimiste pour Norris. Je trouve qu'il est revenu avec un bon mental et j'ai envie d'y croire pour lui. Très bien. Donc... Écoutez, là-dessus, je vais vous rejoindre. Moi, je pense que effectivement, je vais pas ajouter plus de choses puisque vous avez quand même bien tout résumé. Je pense qu'effectivement, oui, il peut encore y croire et c'est surtout, je pense qu'il a trouvé peut-être ce petit supplément d'âme qui lui manquait. Tu parles de ce retour de trêve estivale. Effectivement, je trouve que voilà, l'abandon aux Pays-Bas. Moi, sincèrement, hein, j'ai vu l'abandon aux Pays-Bas. J'attendais qu'une chose, c'était Monza, de voir comment il allait pouvoir rebondir. Je trouve qu'il a plutôt bien réagi. Il est concentré, concerné, et vraiment, il a beaucoup. Enfin, je le trouve plus mature dans son attitude. Je suis d'accord. Voilà, par rapport à une saison passée où, en fait, clairement, enfin, alors qu'avec Verstappen, ils ont très peu de différence d'âge. Il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Là, après, il peut croire. Après, voilà, moi je mets une petite pointe de bémol parce que je trouve quand même Piastri, c'est Iceman. Voilà, on l'avait dit, hein, c'est un tueur, mais vraiment c'est sans froid, même quand il gagne, enfin aucune émotion et tout. S'il remporte ce titre, j'ai hâte de voir comment il va le fêter dans la radio quand on lui annoncera. Merci les gars, et à l'année prochaine. Ouais, non mais c'est ça. Mais tu vois, à la fin de Monza, quand consigne d'équipe, bon, il est resté très très poli, pas de problème. Mais il était dégoûté, quoi. Ah mais Piastri, mais bien sûr, il l'a dit. Il y a une petite perte de sang-froid quand même, on peut se dire. Et pourtant, comme tu dis, 31 points d'avance. Il pourrait se dire, ça va, je suis bien. Mais tu vois, je l'ai pas senti ça, quoi. Il est un peu dégoûté. 37, c'est mieux que 31. Voilà, c'est 6 points qu'il a perdu, effectivement, par rapport à son rival. Clairement, ça le saoule. Ouais. Et donc, alors que bon, Norris était plus... Je sais pas, peut-être que cette situation où Norris n'est plus favori, peut-être que ça lui va mieux et que mentalement, on l'a vu sportivement, dans le sport en général, mais en Formule 1 aussi, le mental, c'est énorme. Bien sûr. Donc,
Donc, Oui, voilà. et cette place qui peut-être, alors on a encore 8 courses, mais au fur et à mesure, si jamais il est toujours derrière, mais qui rattrape petit à petit l'écart, qui finalement va lui faire dire à un moment donné, en fait, je lâche les chevaux, de toute manière, j'ai plus rien à perdre, quoi. Et effectivement, avec cette mentalité, en général, c'est là qu'on peut découvrir certains pilotes. Et d'ailleurs, on va voir justement, alors pas tout de suite. Mais t'as fait une petite, un petit teaser justement. T'as parlé des Pays-Bas. Ah, j'ai divulgaché, excuse-moi. De cette, non, t'as très bien fait, parce que justement, ça va être l'un des sujets. On va revenir sur Adjar et justement ce pilote qui, dans l'esprit, a un peu rien à perdre et au contraire est plein de confiance. Avant ça, juste un petit sujet pour aborder le cas Red Bull, savoir si avoir votre ressenti déjà. Hein, on a parlé lors des missions précédentes, forcément c'était la grosse actualité. Christian Horner évincé, remercié, Laurent Mekies qui au pied levé prend sa place. Est-ce qu'on peut dire que Red Bull sur les derniers Grands Prix est de nouveau sur de bons rails, Julien? Alors moi je dirais non. Je pense je pense qu'il faut distinguer le pilote de l'équipe. Je pense qu'il faut se faire une raison. Verstappen est vraiment hors norme. Voilà, vous le savez, je suis pas supporter de Verstappen, mais il faut quand même le reconnaître. C'est un pilote qui a des capacités exceptionnelles. En plus, il a sans doute la chance d'avoir une voiture qui est parfaitement adaptée à son pilotage, qui est l'un des seuls à avoir. Et voilà, la combinaison, ça fait record du Tour à Monza, record de vitesse à Monza, et une course menée de bout en bout face à des McLaren qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Après, Red Bull, est-ce que ça va mieux? Je sais pas. Si tu regardes le deuxième pilote, enfin, pardon, mais c'est dramatique. Pérez, il s'est fait écarter l'année dernière, alors qu'il était quand même largement meilleur que Tsunoda, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est pas compliqué en même temps. D'accord. Encore sur la saison dernière, c'était dur pour Pérez aussi. Hein. C'était très dur, c'était Le nombre compliqué. de Q1 où il est sorti, c'était pas C'est facile. vrai, mais en tout cas, rappelle-toi tout le premier début, enfin toute la première moitié de saison, il était quand même toujours dans le top 5-6. Voilà, il était là, il était en course. Il a fait quelques podiums. Tsunoda, pardon, mais on l'a pas vu. Depuis qu'il est sorti de chez Racing Bulls, il a plus rien fait, quoi. Il se fait endormir. Je sais que la voiture, elle est pas facile, mais pour moi, une bonne équipe, une équipe saine. C'est deux pilotes. C'est deux pilotes. Et d'ailleurs, le pilote numéro 1, encore une fois, je mets Verstappen en norme parce qu'il a besoin de personne. Il est tout seul, il fait son truc. Bonjour, je suis venu pour gagner. Merci, voilà, c'est fait, ciao. Mais normalement, tu as besoin d'un coéquipier. C'est pas pour rien qu'ils sont deux. Surtout quand tu as deux McLaren derrière, effectivement. On s'aide, on se donne des coups de main. Et je pense que Verstappen aussi, il s'adore évidemment, mais il a raison. Je pense qu'il aimerait bien avoir quelqu'un quand même pour l'aider. Donc non, je pense pas. Mais d'ailleurs, vous avez dû entendre la déclaration qu'il a faite à l'issue des Pays-Bas. Il dit, est-ce que c'est normal que Red Bull soit obligé de se battre avec l'équipe sœur en parlant de Jar qui remonte sur lui? Ça en dit long. Donc non, pour moi, cette déclaration-là, elle va dans mon sens. Ça va pas chez Red Bull. Verstappen, il porte la baraque à bout de bras. Et, donc tu sens pas, t'as pas senti, parce que moi c'est plutôt justement ce que j'ai un peu ressenti, c'est qu'en tout cas après avec les articles que j'ai pu lire, que l'effet Laurent Mekies quand même, Helmut Marko et j'allais dire dithyrambique, c'est un bien grand mot pour lui, hein, parce que pour qu'il le soit, il faut. Mais en attendant, l'effet Laurent Mekies apparemment se fait quand même ressentir au sein de Red Bull. Un patron qui arrive aussi vite, il arrive à donner. Non, je dis pas ça, mais après peut-être ce que tu dis, peut-être en termes d'état d'esprit, de dynamique insufflée en interne, probablement il y a peut-être un peu plus de sourire. C'est vrai que les affaires avec Christian Horner, les rapports conflictuels avec le patron, etc. C'était un peu, ça avait créé une petite ambiance un peu nauséabonde, on va dire. T'as Jos Verstappen qui arrête pas de faire des déclats où il charque une partie de Red Bull. Oui, alors de ce côté-là, je vais bien l'entendre par rapport à Laurent Mekies, mais comme Julien, en termes de performance, honnêtement, si tu prends en Red Bull, sur cette saison, ils sont un peu dans la continuité de l'année dernière. Alors, ce qu'ils avaient bien fait l'année dernière, c'est qu'ils avaient fait un gros début de saison où ils avaient banqué un maximum de points, notamment Max, qui était incroyable. Donc, c'est le pilote qui tient l'écurie à bout de bras, qui te permet d'obtenir des pôles, des victoires, là où un autre pilote finirait 5e, et encore, quand c'est son coéquipier, il finit plutôt 12e. Donc, dire qu'ils sont sur de bons rails, je suis quand même mitigé sur ce sentiment-là. Il y a des efforts, il y a une dynamique qui est impulsée. Maintenant, la voiture, c'est loin d'être la meilleure voiture. Et si du Max tout craché, c'est lui qui fait des miracles. Je pense qu'ils sont dégoûtés chez Red Bull. Des résultats du pilote 2. Et puis, il a gagné quoi, 3 courses cette année, Verstappen? Peut-être 4 même. 3 courses. C'est Verstappen quand même, tu vois, c'est pas terrible. Hein. Donc, non. Et 3 à la force du poignet. Hein. Ouais, il est parti les chercher en plus. Justement, alors déjà oui, il a enfin masterclass pour moi. Monza, c'est l'exemple parfait en fait de ce qu'est Max.
quand il a décidé d'être Intouchable. Max. Quoi. C'est bluffant. Après, pour parler de Tsunoda, alors déjà, effectivement, une petite stat quand même qui va pas jouer pour lui. Il est le dernier classé à avoir des points. C'est-à-dire que derrière lui, il y a Colapinto et Douane. Alors Douane, il est plus là. 0. Mais Colapinto, il a 0 points. Donc, il a que 12 points. Il a marqué que 2 points aux Pays-Bas. Ça faisait, après une dizaine de 7-8 courses. Ah, oui. Et à Monza, de nouveau, il est reparti dans ses travers. Pas qualifié en Q3. Enfin, compliqué ce nom-là. Aujourd'hui, j'ai envie moi, je suis d'accord avec vous sur le côté où effectivement, j'ai fait exprès, hein, on fait exprès d'être un petit peu Piquant. Piquant et voilà, d'aller chercher des sujets comme ça. Après, je suis d'accord avec vous, effectivement. C'est pas que Tsunoda non plus, attention. C'est pas que Tsunoda. Non, bien sûr, mais moi je l'avais déjà dit, hein, de toute manière. T'as eu Lawson avant qui a rien fait, alors il a pas duré longtemps, mais voilà. Ça, on en avait parlé de toute manière. Pour moi, c'est Pérez qui galérait, donc c'est une gestion, c'est Red Bull en fait qui a besoin, je pense, de se réinventer. Là déjà, s'il garde Tsunoda jusqu'à la fin de la saison, pour moi, c'est le moindre mal, parce qu'en fait, il pourrait sauter dès maintenant. Non mais bien sûr, là, il aurait dû même. Changement dans la même saison. Franchement, ça me choque pas. Bien sûr. Red Bull, là, le niveau, je trouve dur avec Tsunoda. Moi, je ne voudrais pas passer pour un hypocrite auprès de tous ceux à qui j'ai dit en début de saison que je voulais qu'il lâche Red Bull parce que je le trouve bien. Je trouve que c'est un bon pilote, Tsunoda. L'année dernière, il a fait des belles choses. Et les une ou deux premières courses qu'il a fait sur Racing Bulls, s'il est arrivé chez Red Bull, c'est parce qu'il a montré des choses sur l'entame de la saison. Moi, je pense qu'il y a un problème de management sur le deuxième pilote et un problème de voiture. Enfin, c'est pas je pense, c'est dit. Et c'est pour ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais pour moi, Hadjar chez Red Bull aujourd'hui, c'est de la gueule. Ouais, mais pour moi, ça sera un mauvais move pour Hadjar. Pour moi, je suis favorable. À voir, c'est dur à dire. Mais avec la voiture en l'état, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Mais je suis convaincu que Tsunoda, c'est un bon pilote, mais que là, pilote 2 derrière Verstappen, je pense que c'est injouable. Oui, mais comme finalement un Albon, avant ça même un Ricciardo, un Albon, un Gasly, qui en fait ont un Lawson. Ah non, mais Verstappen, il te détruit. Ça, c'est une réalité. C'est difficile. Et Red Bull aussi, d'une certaine manière. Je trouve que... Je crois qu'Adjar peut être l'exception qui confirme la règle. Eh ben, messieurs, justement, c'est ça que j'aime avec vous. C'est que... Voilà, on enchaîne. Mais exactement, c'est fluide. Tsunoda, Hadjar. Quel choix pour Red Bull en 2026 ? Bon, d'après ce que je comprends, ce que j'entends. J'ai un peu parlé. Surtout déjà, pour 2025, j'ai envie de te dire, il faudrait que Tsunoda aille au bout. Pas gagné, mais il reste que 8 courses, heureusement, mais... Pour moi, ça serait une erreur, pour revenir sur ça, mais ça serait une erreur. De changer une énième erreur pour moi de Red Bull de changer maintenant de deuxième pilote. Plus d'intérêt. Laissez-le. De toute manière, il sait Tsunoda que là c'est terminé pour lui. Même Alan Perman, je crois, il en a parlé en disant que il fait plus rien. Enfin, il est plus concentré, il est plus investi et que il prêche pas là pour sa paroisse. Mais laissez-le terminer, laissez surtout, en fait, moi je dis surtout ça pour Hadjar, parce que si ça doit être Hadjar qui doit remplacer Tsunoda, laissez-le finir sa saison tranquillement chez Racing Bulls, et au moins il va pouvoir continuer de se faire ses armes. Exactement. Donc, si j'entends bien, pour vous, Tsunoda, Hadjar. Est-ce que ça pourrait arriver que Hadjar aille chez Red Bull, ou est-ce que ça serait souhaitable pour lui? Est-ce que c'est ça ta question? J'aime bien, les deux par exemple. Est-ce que ça pourrait arriver? Je pense que c'est écrit. Dans un premier temps, voilà. Est-ce que 2026, on peut se dire aujourd'hui, 2026, c'est Hadjar qui Je pense qu'il aura une proposition. Ok. Après, il peut se passer encore plein de trucs. 2026, c'est pas tout de suite. Il peut se passer plein de choses. Jérôme, on va parler de Ferrari un peu ou pas? Oui, enfin. Non, mais il y a des bruits de couloir sur peut-être des pilotes qui pourraient partir de chez Ferrari. Donc, on pourrait imaginer. On va parler de Leclerc, justement. Je pensais pas à Leclerc, mais. Mais non, on va en parler plus tard. Mais est-ce qu'il va se passer des choses d'ici le début de la saison 2026? C'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres moves pas prévus? Probablement. Moi, je pense que. Mais logiquement, moi, je réponds à ta question, Alban. Je vais franco. Je dis oui pour les deux. Je pense que ça peut être bien pour Red Bull et ça peut être bien pour Hadjar. Et donc, pour toi, tu le vois... Je le vois carrément. Pour moi, t'arrives, tes premières saisons en Formule 1, t'as 20 ans, tu casses la baraque, t'as une vitesse de pointe de dingo, parce que je pense que Hadjar, c'est de la graine de champion du monde, comme on a rarement eu. Bien sûr, je suis totalement d'accord. T'as une opportunité, certes c'est Verstappen, mais soit t'es un mec courageux et t'y vas, tu tentes le pari,
Sous risque de disparaître, bien sûr. Hein. Peut-être que dans 2-3 ans, il sera fait ratatiner. De toute manière, il peut pas dire non. Voilà. Si on lui fait une propale, mais déjà, il tu peut peux pas dire non. Bah, si, et puis, il peut. non, Ouais. Non. tu peux pas. Quand t'as une belle T'étais écurie chez comme ça. Racing Bull, t'as la Ah oui, si on lui écurie propose mère autre qui- chose. Mobilité Mais interne, non, Si Julien. on lui propose Mercedes ou Non, il ou peut pas. Ferrari. Il peut pas. Il est en interne, ils le laisseront pas Red Bull Il- partir chez un mais bien sûr. concurrent. C'est impensable. En fait, pour moi, le scénario, c'est soit il reste chez Racing Bull et Red Bull décide d'aller chercher un pilote en F2 ou enfin de leur filière. Mais pour moi, Adjar, et si c'est le cas, mais quelle erreur de Red Bull Moi, de je l'aime laisser bien. partir Et une j'ai pépite peur comme ça. qu'il fasse comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il arrive chez Red Bull plein d'espoir et qu'il se fasse broyer par le clan Verstappen et qu'après il termine aux oubliettes d'écurie de Il y milieu de a le classement. risque. Mais après, qu'est-ce qu'on attend d'Adjar? Qu'il soit Bah, juste comme t'as un dit, pilote moi, lambda moi, il ou m'impressionne. qu'il fasse des choses, des podiums, qu'il vise des victoires, un championnat du monde et qu'on ait quelqu'un qui soit capable Il est de tellement succéder à jeune, la Prost. il est tellement jeune, il pourrait Ouais, mais être il est pilote fougueux, il a 1 pas chez peur. Racing Moi, Bull. j'ai aimé ce qu'il a dit lors d'une interview sur Canal+ ce week-end, enfin la semaine passée sur le Grand Prix d'Italie. Il expliquait que lui, son pilotage et sa mentalité, c'est de prendre des risques. Il vient pour Bien sûr. faire un coup. Ou c'était peut-être même avant sur le Grand Prix où fait le Ouais. podium à Zandvoort. Il dit, moi, je suis pas là pour finir 12e, 14e, sinon je me déplace pas. Alors, Bien sûr. parfois, je ferai peut-être des erreurs, j'apprendrai, je mettrai la voiture dans le mur, mais je viens pour marquer les esprits. Moi, ça me plaît cet état. Ah, mais c'est les pilotes qu'on préfère, bien sûr. Mais j'ai juste peur qu'il se fasse complètement aspirer par la machine Red Bull et qu'il perde sa chance. Moi, je pense que la patience, c'est la mère des vertus. C'est beau ce que je dis. C'est beau. Non, mais Phase, moi. alors là, moi, je rejoins complètement Zahir parce que à la différence d'un Albon, d'un Gasly, sans leur manquer de respect et sans dénigrer leur talent, chez eux, j'arrive pas à déceler en fait. Cette folie-là. Ouais, puis Bah oui. puis enfin, tu me dis, ils seront un jour champions du monde. Ok, je te regarde, je te dis pourquoi pas, Gasly, mais quand il a fait Red Bull, on y croyait tous quand même. Non, Non. pas comme ça. Non. franchement, Pas pas à comme ce ça. point-là. Non, Pas non, à ce je t'assure point. pas à ce point. Là, vraiment, Là, il y a Adjar, ah, et puis il y a un truc. Adjar, Ah ouais. il a une aura, il a un, Même une aura internationale au-delà de la France. et Genre- ce gars a un pilotage mais tellement pur. Franchement, c'est beau. Enfin moi, juste les Pays-Bas, ça faisait très longtemps que j'avais pas Qui fait. autant kiffé Ouais. un Grand Prix. Vraiment, j'ai vraiment pris ma dose de Ah, kiff. c'était cool. C'était incroyable. Il est jeune. Il est surnommé le nouveau Prost par Helmut Marko. Rien que ça. Donc je pense que déjà il est adoubé par vraiment la famille Red Bull. Ouais. Et honnêtement, non. Moi, sincèrement, il va chez Red Bull en 2026. Pour moi, il a 9 doigts de pied dans le baquet. Hein. Ouais. Le petit dernier, je pense qu'on va attendre la fin de saison pour officialiser, mais pour moi, il y est. Ah ouais. Et je pense sincèrement que lui, contrairement aux autres, il va pouvoir rivaliser avec Verstappen. C'est tout ce que je lui souhaite. Et Verstappen, surtout, il va être dans une autre mentalité en 2026. Il n'aura pas gagné le championnat. Ça va faire une saison où il va jouer en fait un peu les Outsider. Ouais, les outsiders. Et il tient la chandelle, hein, Attends, clairement, des McLaren cette saison. Et donc, en fait, je pense que Verstappen va se rendre compte véritablement de l'importance d'avoir un vrai deuxième pilote à ses côtés. Et plutôt que de le broyer, de l'écraser comme il a pu le faire avant, je dis pas que c'est mal parce qu'ils le font tous. Hein. Ouais, Hamilton, c'était un Oui, tueur. bien sûr. Un Schumacher, c'était un tueur. Ouais. Un Prost, c'était un tueur. Mais à un moment donné, tu vois, à penser trop à soi, et c'est ce qu'avait dit McLaren à Norris notamment, qu'un championnat la saison passée, qu'un championnat se gagne en équipe. Je pense que Red Bull l'a peut-être un peu oublié, que Verstappen l'a peut-être un peu oublié, et que donc ce championnat-là, cette saison-là, va permettre de se remettre les idées en place. Et Adjar, je le vois bien là-dedans dans ce rôle d'accompagnant. Ce qui pourrait lui arriver de bien, c'est qu'effectivement, il arrive chez Red Bull et que 2026, c'est l'arrivée de la nouvelle technologie en Formule 1 Et qu'elle lui corresponde. et que les voitures. C'est l'avantage aussi, Mais- c'est qu'il y a une nouvelle, Voilà. un nouveau règlement, donc forcément Et puis un mec des qui est- nouvelles voitures. qui doit se projeter déjà Exactement, sur mais qui est- 2026. Disons que ça redistribue un peu les cartes pour Verstappen. Il est moins dans cette position où il a la voiture déjà ficelée pour lui. Mm. Donc c'est le meilleur moment pour arriver en tout C'est cas. vrai que ce sera Moi, un je bon pense. moment. C'est tout ce que je lui souhaite. Hein. On passe au sujet suivant, messieurs. On parle de 2026, justement. On commence à faire nos prédictions alors dans le baquet de Red Bull. En revanche, il y a un autre baquet. Là, on est sûr. Et c'est avec l'arrivée d'une nouvelle écurie américaine, celle-ci, Cadillac, qui a choisi donc Valtteri Bottas, Sergio Perez, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est cette paire de pilotes qui va occuper les deux baquets pour la saison 2026. Est-ce que c'est un choix logique pour vous ? Est-ce que finalement, on a vraiment là le choix de l'expérience qui est préféré à la jeunesse ?
Logique, je dirais pas logique. Moi, j'ai plutôt coutume d'imaginer un duo toujours alternatif, un expérimenté avec un jeune. Donc, pour moi, c'est le meilleur maillage possible parce qu'il t'apporte, tu as le vécu de l'ancien, de ce qu'il peut te faire comme retour en termes de réglage, de préparation pour la monoplace, etc. Et puis, tu as la fougue, l'œil un peu neuf du nouveau pilote qui vient d'arriver. Après, dans le cas de Cadillac, il y a deux choses qui me font dire qu'ils ont fait ça. C'est sur, voilà, d'une part, la disponibilité des pilotes. Là, ils prennent quand même deux pilotes qui sont deux vainqueurs de Grand Prix, qui ont piloté dans des top teams. Donc, les deux auront des retours forcément constructifs. Et puis, l'autre point, je pense, ils sont peut-être, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, tellement à la ramasse en termes de préparation de la voiture. On dit déjà qu'ils seront peut-être pas prêts pour le premier Grand Prix l'année prochaine, que on assure la sécurité en ayant Bottas et Pérez. Ça permet d'avoir vraiment un gain d'expérience et de retour pour avancer très vite et préparer la bagnole. Finalement, un peu comme ce qu'avait fait As à l'époque quand ils sont arrivés avec Magnussen et Grosjean. Ouais. Avant de te donner la parole, Julien, justement... Mais là, c'est encore plus. Hein. Ah bah Bottas ouais. et Pérez, c'est... Voilà, tu parles d'expérience. routier. Pérez, c'est 281 Grands Prix, Voilà. tout de même. 4 années chez Red Bull, tu as parlé de top team. Voilà. 4 années chez Red Bull, Il a été 3 chez pôles, McLaren et 6 là- victoires. Ouais. Exactement. Bon, j'ai juste parlé de Red Bull parce que voilà, c'est les derniers et que à cette époque-là, Red Bull maîtrisait, on va dire, son sujet. Bottas, c'est 246 Grands Prix, tout de même à son actif. 5 années chez Mercedes, là aussi, hein, à une période où Mercedes gagne tous les titres. voilà. Vice-champion du monde. Exactement, maintes fois, 20 pôles et 10 victoires pour Bottas. Pour toi donc, Julien, est-ce que c'est un choix logique? Est-ce que aussi, je vais plus loin, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement? Pour la F1 par exemple? Moi, je suis d'accord avec Zahir. Effectivement, la logique veut que tu prends plutôt un pilote expérimenté et un pilote jeune. Après, c'est vrai que Cadillac, c'est pas comme Mercedes ou Red Bull, ils sont pas d'antichambre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas F2, F3 pour faire monter des pilotes. Donc là, puis je pense qu'aussi, ils essayent un peu de draguer les sponsors, les trucs, les machins. Donc, il faut venir Pérez, qu'on On le sait, sait, quoi. Ah voilà. bah, Bottas, qui est c'est une avec icône. qui est devenu avec son style. Voilà, c'est une effectivement. icône internationale. Je pense que les mecs, ils se disent, au moins tout de suite, on met le public de notre côté. Et derrière, on va essayer d'aller gratter des ronds. Moi, je pense que ça ne doit pas être étranger à ça. Après, sportivement, je suis d'accord avec vous. C'est des super pilotes. Bottas, vice-champion du monde. Sergio Pérez aussi. Pérez aussi. Et en plus, les mecs, ils ont eu une année de pause. Ils vont revenir avec une dalle. Ils vont avec une dalle énorme, quoi. Donc, sachant qu'ils ont encore, en plus, un lien avec la F1, hein, Oui, puisque Pilote Bottas, 3 pour, exactement, Bottas, chez Mercedes. Donc, ils sont pas hors circuit. Non, je trouve qu'ils vont arriver avec une énorme niaque. Et je trouve que si on prend ces arguments en compte, c'est une bonne décision. Et après, on verra. Peut-être que l'équipe, ça va fonctionner, qu'ils vont se dire qu'ils vont plutôt prendre un jeune derrière si ça se passe pas bien, la cohabitation entre les deux pilotes. Donc, non, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Zach. Je souris parce que bah, une nouvelle fois, je suis pas tout à fait en phase avec vous, messieurs. Tu fais exprès aussi. Mais non, mais en fait, oui, le choix, je le comprends. En fait, le choix, il est logique. Sur le choix, il est logique. Après, pour moi, le choix, il est sportivement, c'est pas ça Oui. renvoie une mauvaise image, je trouve. Il n'y a pas de prise de risque. On est là, et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Alors, Ah, t'envoies pas du champion du monde, ça c'est sûr. Non. comment? T'envoies pas un message avec des champions du monde, avec du clinquant, avec... je suis d'accord. Ou avec un jeune Non, mais pilote ultra moi, c'est plus avec prometteur. des jeunes. Voilà, c'est plus parce que, effectivement, attirer un champion du monde, à l'époque, il y a Aston Martin, ils ont réussi à draguer un Vettel, Non, mais ils auraient pu faire revenir un Vettel. Tu ramènes un quadruple champion du monde, t'as l'expérience, t'as le nom. Bien sûr, bien C'est sûr. quand même pas pareil. Mais, Pas chaud, Vettel pour Non, il a revenir, plus mais- envie. ah non, voilà, c'est fini, lui. Je pense qu'il vit sa meilleure vie, Ah ouais. comme Kimi Raikkonen. Mais tu vois, là, pour moi, en fait, sportivement et le message que t'envoies, il est pas bon. Et je te dis, enfin, je vous dis, la vie, il est partagé finalement, hein, par plusieurs pilotes et forcément les jeunes pilotes aujourd'hui sur le plateau qui trouvent ça dommage que un Bortoleto notamment l'a dit, que aujourd'hui, bah, on laisse pas trop de chance finalement à cette jeune génération qui toque à la porte de la F1 depuis, pour certains, plusieurs saisons. Ouais. Et qui n'auront jamais leur chance. Ouais, mais ça, Un Bottas, c'est un Pérez. contre-exemple. C'est un De- contre-exemple, ce que tu dis. Comment ça? Bortoleto, il a lui-même un baquet. Adjar, on peut citer Adjar, on peut citer Lawson. Il y a eu peut pas mal de citer, rookies cette année quand même. Ah oui, Il y a bien eu sûr, pas Lawson mal qui a de été jeunes. lancé, Colapinto. Bien sûr, mais ce que je veux dire... Il y a au moins 7-8 pilotes de la grille qui ont moins de 25 ans. Donc, Puis on a encore des vieux, très vieux, Ah ouais. comme Alonso, Hülkenberg, Hamilton. Hamilton, qui vont probablement pas faire encore 10 piges. Ouais. Non, Non, mais moi je trouve que le roulement est bon. Après, ouais, il y a des mecs qui auraient voulu avoir une place dans un team. Je le comprends.
Non. Mais non, moi, sportivement, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas de prise de risque, mais je pense pas que ça soit au détriment des jeunes. Les très jeunes, ils ont leur chance. Moi, ce que je dis, parce que je comprends ce que vous me dites, hein, mais c'est sur le principe. Effectivement, tu as un plateau de maintenant 22 pilotes en 2026, que tu as un plateau qui, durant 3 saisons, ne soit pas renouvelé parce qu'en fait, chaque team est content de sa paire de pilotes. Je le comprends tout à fait. Donc malheureusement, ça bloque la porte à certains. Là, c'est plus que Cadillac arrive et donc il y a 2 baquets supplémentaires. Et on se dit quoi? On rappelle 2 vieux briscards. Encore une fois, je critique pas la carrière et le niveau de Bottas et Perez. Et au contraire, je trouve le choix très logique sur un plan purement équipe, purement d'entreprise. Hein. Vraiment, Cadillac, comme tu l'as dit, en plus, effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment pour eux. 2026, je sais pas ce que ça va être. Alors, d'un côté, on peut se dire oui, plutôt que d'aller cracher, on va dire, la carrière de jeunes pilotes et dégoûter des pilotes qui arrivent en F2 avec une voiture qui est ni prête, ni sûre, ni fiable. Pourquoi pas? Et un Bottas et un Perez. En fait, il y a cet aspect-là de moi qui a envie de dire laissons au moins la place à un jeune, parce que comme tu dis, comme vous dites tous les deux même, voilà, la logique veut en général que tu as l'expérience dans un baquet et la jeunesse dans l'autre. Là, j'ai hâte de voir parce que si Bottas et Perez restent pendant plusieurs saisons chez Cadillac, en fait, on va avoir 2 vieux croulants à la fin, pour exagérer, mais 2 vieux croulants qui vont être en fond de grille, qui vont signer la 21e et la 22e position. Sincèrement, au bout d'un moment, c'est comme Alonso aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire au revoir. Et pour toi, si c'est des jeunes, c'est différent? Je trouve que on est plus dans l'esprit où la F1, on est sur la quintessence même du sport où les Bottas et Perez ont vécu leur temps. Ouais. Perez, il a montré que finalement dans une écurie où en fait il se fait écraser. Avec la meilleure voiture, il se fait en fait écraser, dominé par un. Et Bottas pareil alors. Et Bottas pareil. Ok, mais dans ce cas-là, je suis pas d'accord avec toi. Regarde Alonso, t'as cité Alonso. Bon, pour moi, il a encore sa place en F1. Hein. J'aimerais le voir avec une vraie voiture. Ah ouais. Ah, il l'aimerait bien aussi, je crois. Ah, j'en rêve. J'en rêve. GP2 engine. Je suis pas team Alonso spécialement, mais j'en rêve. Ouais, mais oui. Non, mais moi aussi, bien sûr. À ce niveau-là, ils sont tous extraordinaires. Non, mais Alonso, il a un petit truc. Mais moi, il a fait rien, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, vous me demandez de révolutionner la F1. Moi, je vous dis, à la F1, vous leur donnez tous la même voiture, réglée chacun pour chaque pilote en fonction de sa manière de conduire. Et là, voyons qui vraiment, voyons qui s'en sort. Ça s'appelle la Formule E. Mais ou le karting. Mais bon, on va avancer, messieurs. En tout cas, on a bien compris. Finalement, on est quand même plutôt d'accord sur le côté logique du choix. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, on vous laisse aussi nous dire, vous qui regardez, voilà, vous commentez, vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas. On va parler de Bortoleto. Je l'ai amené sur le tapis justement, j'ai fait exprès. Tu l'aimes bien, toi. Mais Bortoleto, non mais c'est surtout enfin des résultats. Enfin des résultats. Après 10 courses, il a marqué des points sur les 4 derniers Grands Prix. Et moi, il y a une autre stat que j'ai vue, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est 4 Q3 Bortoleto dans sa carrière. Et à chaque fois, c'est 4 résultats dans les points. Non, mais c'est un super pilote, je pense que personne n'en a douté. Après, tu dis enfin des résultats. Moi, je trouve que quand même. Pas mal, c'est pour une première saison, le mec, il y va. En plus, sa voiture, c'est quand même pas. Par rapport à Antonelli, justement, on va en parler ensuite. Antonelli. Le même véhicule. Non, mais bien sûr. Nos places différentes. En termes d'envie, en termes de propreté de pilotage, en termes d'erreur, Bortoleto, pardon. En termes de pression aussi, t'as pas la même pression. Oui, c'est vrai aussi. Il succède quand même, c'est quand même le baquet d'Hamilton. Donc, il y a quand même une pression. Ah oui, tu parles d'Antonelli. Oui, Antonelli, par rapport à. Oui. À Bortoleto. Bortoleto, il arrive, personne l'attend, personne n'attend même qu'il marque des points. Il y a Hülkenberg pour prendre le peu de pression qu'il y a sur l'écurie, sur les pilotes. Donc il arrive, c'est tout bénef pour lui. Il est jeune, il est là, il s'amuse, il fait un kiff. Et en fait, il montre que sa pointe de vitesse suffit à éteindre plein de pilotes et à surprendre un peu son monde. Ouais, franchement, je trouve ça assez admirable. Il a fait la course en Hongrie où il talonne son manager, Alonso. J'ai trouvé ça c'est son meilleur résultat en carrière. Ouais, mais il fait 5e, il a fait 6e, je crois, la course d'avant. Ouais. Il fait 6e en Hongrie, et en Belgique, il fait 9e. Ouais. Bon, c'est quand même pas des résultats pourris pour une première saison avec une voiture qui n'est pas une voiture d'avant-poste. Donc, je trouve que c'est très... Surtout en qualif, en plus. Mais quand je disais enfin des résultats, c'était pas négatif, c'est plutôt...
enfin il concrétise finalement son talent. En fait, c'est plutôt voilà exactement. Ouais, bien sûr, ouais. C'est plutôt ça parce que il a démarré la saison, il a attendu donc le 11e Grand Prix l'Autriche pour marquer ses premiers points. Aujourd'hui au classement, il est 16e au classement pilote. Il est qu'à 2 points de Lawson et de Gasly qui sont à 20 points, lui il en a 18. Sincèrement, moi, je lui prédis une très bonne fin de saison et je pense que vu le niveau justement d'un Lawson, d'un Gasly, avec chacun respectivement leur voiture, je pense qu'il va encore gagner des places au championnat. Mais c'est plutôt, effectivement, là, je voulais soulever surtout, voilà, c'est pas mal ce qu'il fait. Exactement. Ouais. Non, mais alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous, messieurs. On a un pilote qui prouve que, il a mis du temps. Tu l'as dit, Zahir, sur le côté où il a pas une voiture non plus pour jouer les points tous les week-ends. Mais moi, en fait, c'est pour ça, cette stat-là que je vous donne, hein, les 4 Q3, il les transforme en 4 grands prix de points. Donc, c'est un mec qui sait concrétiser. Exactement. C'est ce qu'on attend finalement de quelqu'un. C'est-à-dire que quand il a un week-end, sa voiture, elle est performante, il l'emmène en Q3 et il reste, j'allais dire en Q3, mais en tout cas sur la course, dans le top 10 pour concrétiser. Bonne gestion de course, bonne gestion de pression. Non, vraiment, je trouve qu'il fait une très bonne première moitié de saison. D'ailleurs, vous avez entendu, il y a des bruits de couloir avec le Stone qui le voit déjà chez Ferrari. Bon, je pense que c'est prématuré, mais enfin, bon, il connaît un petit peu, il connaît un peu le sujet, ça fait un peu parler. Chez Kick Sauber, on sait que voilà, c'est l'écurie, l'une des écuries avec Haas qui, en tout cas, sont dans le giron de Ferrari et des pilotes comme un Antonelli, exactement, voilà, sont en tout cas dans les écuries qui leur permettent potentiellement d'atteindre cette écurie-là. Après, il paraît aussi qu'il est très pote avec Max et que peut-être que Max, il aimerait bien qu'il vienne le rejoindre. Vous n'avez pas entendu cette rumeur? Ah non, ça j'ai pas. Enfin, qu'il soit pote avec lui, oui. Après cette rumeur, je l'ai entendu, mais je crois pas spécialement. Ça reste des rumeurs, des bruits de paddock. Je crois pas que Max là-dessus, je suis pas sûr qu'il s'intéresse aux autres si c'est pour être champion du monde. Pas faux. Alors, c'est bien, mais bon. Est-ce que tu as fini sur Bortoleto? Oui, j'ai fini. Parce que je voulais pas te couper. Mais alors, on va basculer très vite fait sur Antonelli, justement. Moi, je trouve que le parallèle, il est quand même intéressant. Vous avez commencé à en parler, justement. Moi, Antonelli, j'ai envie de parler d'espoir au début. Et là, on est sur plutôt une note de déception. En tout cas, c'est ce qu'a dit Wolff. Toto Wolff, le patron de Mercedes, l'a dit clairement. Il est déçu aujourd'hui par les performances d'Antonelli. Mais alors, c'est le côté doux amer du compliment, c'est qu'il garde quand même tout son soutien. Bon, moi j'ai un patron qui me dit ça, je me dis qu'est-ce qu'il faut comprendre. Ouais, voilà, c'est. Il parle aussi beaucoup en ce moment de combien ça a coûté à Mercedes de faire monter Antonelli jusqu'à la discipline reine. Sans le faire passer par la F3, il était passé directement de la F4 à la F2. Ouais. En F2, il n'avait pas fait des résultats incroyables, mais bon, apparemment Mercedes, ils avaient déjà quand même pas mal mis au pot pour soutenir son pilote. Le voilà en F1, il commence pas trop mal, parce que la voiture est quand même vraiment canon, et au final, à mi-saison, on se rend compte que c'est quand même pas terrible. J'aimerais pas être à la place d'Antonelli, j'aimerais pas être à la place de Mercedes. J'espère pour lui qu'il va se ressaisir sur la deuxième moitié de saison. C'est vrai que la voiture, elle est quand même bien, parce que je pense qu'ils sont à armes égales avec Russell, qui lui est toujours plutôt porte du podium à chaque fois. Donc je pense que le mental joue, il fait pas mal d'erreurs, il faudrait qu'il arrive à se remobiliser, à se reconcentrer. Je pense qu'il a les capacités, mais en tout cas, là, il est dans une mauvaise phase. Ouais, je suis moins radical, moi, sur Antonelli. J'ai eu un doute sur le premier Grand Prix, en fait, où il avait très mal débuté. La première course. À Melbourne ? Ouais, et finalement, il avait bien fini au niveau des points. Il avait raté sa qualif, mais le contexte de la course, avec les conditions, ce qui s'était passé, lui avait permis de revenir et de recoller, de marquer des gros points. Exactement, 16e en qualif, voilà. et il termine 4e. 4e, exactement. Ça lui a permis en fait d'enclencher une bonne dynamique, ce qu'il a fait sur la première partie de saison. Et puis après, il y a eu toutes ces rumeurs autour de l'arrivée de Verstappen chez Mercedes, parce que là, on n'en parle plus. Jusqu'à la signature du contrat de Verstappen, ça a coïncidé exactement avec les difficultés d'Antonelli. C'est au moment où on parlait de son départ qu'il allait être remplacé, qu'ils allaient associer Verstappen et Russell. Donc, il a été impacté. On n'oublie pas que c'est un jeune pilote de 18 ans, donc qu'ils mettent la voiture dans le mur de temps en temps, ça peut arriver. Moi, j'ai rien contre ça. C'est des choses qui font partie de l'apprentissage. T'en as mis des voitures dans le mur à des Ça m'arrive à des fins, mais voilà. Des voitures un peu moins puissantes. Et du coup, en fait, se retrouver avec un pilote qui est attaqué un peu de toutes parts, à qui on parle d'un remplaçant, d'un quadruple champion du monde, alors qu'il se comporte bien, honnêtement, ça met un coup. Moi, je peux comprendre qu'il soit un peu
On a vu, il a fait le podium au Canada, etc. Il était vraiment pas mal sur la dynamique. Et puis depuis, il y a des erreurs, il y a des choses qui se sont accumulées, quelques... Pays-Bas. Ouais. Je dis pas qu'il ne doit pas la faire, mais il y a quand même un gros manque de jugement. C'est un pilote de 18 ans. Il a Oui. 18 ans. Et des erreurs comme il en a fait aux Pays-Bas, ils en ont tous fait, les pilotes. Verstappen le premier, Leclerc, et je t'en sors en pagaille. Hein. Ils Ouais, en ont mais fait quand plus c'est une mauvaise série comme ça accentue l'effet. Oui, mais ça arrive à tout le monde. foireux, Honnêtement, moi, je trouve que le bon point qu'il a, c'est qu'il a la pointe de vitesse. Il est plutôt rapide. Alors, c'est inégal. Un coup, il va être 16e en qualif. Un coup, il va être juste derrière Russell. Après, la Mercedes, sur le fait que Julien dise que c'est une belle voiture, moi, je suis quand même un peu mitigé. Ça fait depuis 4 ans que la voiture, Russell a fait quelques miracles. Hamilton s'est un peu débrouillé avec quand il s'est repris en main. Mais ça reste une voiture mal née et très moyenne. Donc, honnêtement, je lui laisserai sa chance jusqu'à la fin de la saison. Et je lui redonnerai même une autre année d'apprentissage. Il a 18 ans. On se rend plus compte de ce qu'on demande. On demande à un pilote de 18 ans de conduire comme Alonso ou Hamilton ou Verstappen, qui eux-mêmes font des erreurs parfois, bon, à part Verstappen, mais voilà, il faut être patient, il faut le laisser maturer comme une bonne viande et il va devenir fort. Ouais, mais justement, alors, c'est là où je comprends tes arguments et sur le fait qu'il est jeune. Mais en même temps, alors moi, je suis plutôt quand même du côté de Julien sur ce coup-là. Profites-en, c'est pas souvent que ça arrive. Mais non, je suis plutôt d'accord avec toi parce que quand même la Mercedes, enfin Russell l'a prouvé au Canada. Ouais, mais il a fini deuxième. Il remporte devant Antonelli. Non, Antonelli, Antonelli, il est troisième. Troisième, voilà. Mais il était sur le podium. C'est la preuve que quand la voiture est bien. Bien sûr. Non, mais donc, elle est pas mal, cette Mercedes. Voilà, elle est pas mal. Elle est terrible. Elle est en dessous des McLaren. Russell est quand même quatrième. En dessous de la Red Bull, en dessous des Ferrari. Non, je pense pas qu'elle soit en dessous des Ferrari. Russell est devant les Ferrari aujourd'hui, au classement pilote. Il est quatrième. Parce qu'il a optimisé, il a surpiloté. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, incroyable, Russell. Moi, je pense quand même qu'Antonelli aujourd'hui, il y a la voiture qui joue. Et aujourd'hui, justement, certes, il est jeune, mais alors dans ces cas-là, il faut remettre, il faut critiquer, on va dire, toute la stratégie de F1 et des écuries qui est, on va chercher les jeunes au berceau. Parce qu'aujourd'hui, s'ils vont les chercher tôt, c'est parce qu'ils veulent justement les former. Mais s'il n'est pas capable à 18 ans de gérer une pression qui est que aujourd'hui on peut lui dire, en fait, t'as pas signé encore ton contrat pour 2026, donc c'est pas sûr. Si tout de suite en lui disant ça, il se liquéfie et que en fait il ne fait plus de performance, c'est compliqué. Et ça montre en fait que t'as d'autres pilotes, on va aller chercher. Moi, ça m'étonnerait pas dans ces cas-là qu'on aille chercher un autre pilote aussi jeune que lui, mais qui lui en fait, Piastri, regarde Piastri comment il supporte la pression. C'est autre chose. Il est arrivé dans la meilleure écurie avec la meilleure voiture. Il a eu ce coup de bol-là. Je te rappelle qu'il a failli signer chez Alpine. Je pense que son histoire, elle s'écrit différemment s'il signe chez Alpine. Je suis d'accord. La trajectoire qu'il aurait eue. Et ça il a eu un coup de nez. Parce que quand il a signé chez McLaren, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui et tout bien sûr. C'est un produit d'Alpine et tout. Et finalement, purée, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde l'a défoncé en plus en lui disant, il a eu le nez creux, je te le dis. Là, c'est plutôt bien avisé. Mon cœur de supporter français qui effectivement saigne, mais bien sûr, il a raison. Sur cette déception. Mais aujourd'hui, en attendant, Piastri, bonne voiture ou mauvaise voiture, Piastri, il a le sang-froid. C'est quand même plus facile quand t'as une super voiture. Mais je suis d'accord, bien sûr. Je crois pas qu'Antonelli, il aurait pu faire une année de plus en F2, essayer de faire quelque chose en F2. On t'appelle chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Voilà, mais il a remplacé un peu au pied levé. Mais c'est vrai que stratégiquement, peut-être que dans la tête de Mercedes, l'idée c'était de voir un petit peu ce que ça donne en F2. Moi, je lui laisserai le bénéfice du doute. Je lui laisserai une autre année. De toute manière, c'est pas le genre de Mercedes, tu parlais de changer. Déjà, voilà. Ils vont pas se réagir. Il va finir la saison. Mais déjà, on entend d'autres pilotes, genre Berman, qui disent moi je comprends pas, parce que quand on roulait un F2, je le battais à chaque fois. Je comprends pas pourquoi il est là. C'est les histoires d'ego. Verstappen commençait à gagner, tout le monde disait attends, F2, je le battais. C'était pas exceptionnel. Pour dire que peut-être qu'une année où. Et puis Adjar n'a pas tout gagné chez les jeunes et il est là et il pilote mieux que plein de pilotes qui ont gagné des choses chez les jeunes. Et Schumacher, c'était la même chose. Les histoires de jeunesse et après le passage en Formule 1, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Enfin voilà, moi en tout cas sur Antonelli, pour conclure sur ce sujet et passer au dernier sujet de cette émission, moi je suis quand même déçu, sincèrement. Je dis pas que c'est un mauvais pilote, mais je suis déçu parce que... Il a combien de points? Il a... tu me pièges, tiens. Antonelli, il a 66 points. Il est 8e au championnat. Non, mais il est dans une mauvaise phase. Après... Voilà, on verra. Comme tu dis, Mercedes, ils sont pas du genre à se réagir. Je pense qu'il en a encore au moins pour une saison et demie. Il
aura le temps de Ça faire n'en- ses preuves. Et s'il fait pas ses preuves en 3 saisons, Voilà, ça y est. Ça n'empêche en fait que je suis déçu sur plutôt l'attitude du pilote. Il y a des erreurs qui sont faites, mais pour moi, ces erreurs, elles sont... En fait, le problème, c'est pour parler des Pays-Bas, c'est que là, il va en faire trop, beaucoup trop. Et le problème, c'est qu'en fait, il se crache lui, mais il emmène dans sa chute un autre pilote qui n'a rien demandé. Comme à toutes les courses avec Non, tous les pilotes. Oui, mais Tu veux que parfois... je te montre le nombre de crashs de Lawson, de tous ces pilotes Non, qui mais ont je dit suis d'accord. aventure. Je suis d'accord, mais alors on peut dire ce qu'on veut, mais l'avantage d'un Logan Sargent, c'est que la plupart du temps, il se crachait tout seul. Ouais. Voilà, il partait Et il est tout plus seul. là. Merci, au revoir. Et il est plus là. Non, mais voilà. Après, je veux pas non plus parce qu'on va dire que je suis contradictoire et moi je veux que les pilotes continuent de se battre et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, un moindre, voilà. Non, mais exactement. Et je suis le premier à critiquer la direction de course quand ils pénalisent pour un petit contact mais il y a vouloir en faire Hadjar par exemple pour moi est le bon exemple de il fait le juste ce qu'il faut et il l'a dit, il va continuer à prendre des risques, mais en attendant, à part Melbourne où il s'est fait surprendre par la pluie en tour de chauffe, de warm-up. c'est pas de bol. Comment? C'est pas de bol. Non mais c'est pas de bol, mais ils font des erreurs et ça je suis d'accord. Mais en attendant, aujourd'hui, Hadjar... Ouais, mais il a été condamné après cette erreur-là. Les gens demandaient limite sa tête après cette course-là. Et en attendant, donc, il a super bien rebondi. Voilà. Et il en fait pas trop. Et il en fait pas trop. Moi, j'ai trouvé... Alors, de toute manière, on va dire, forcément, il se battait face à Verstappen aux Pays-Bas. Mais en attendant, il est à sa place. Il fait ce qu'il faut la pour prendre des remontada à risques. Monza était pas mal aussi. Pas mal, ouais. Moi, ça m'a plus impressionné que la gestion de course aux Pays-Bas. C'était la remontée à Monza, qui en plus c'est un circuit où les pilotes expérimentés, ils ont l'habitude, ils savent y faire, parce que c'est le circuit qui est très ancien. Circuit de vitesse, et franchement, la remontée qu'il a fait, c'est oui, et puis c'est surtout en plus à Monza, j'allais dire, on est sur un circuit simple dans le sens où si t'as la vitesse, t'as déjà une bonne partie du travail. On va refaire un peu de circuit quand t'as un circuit à 260 km/h en moyenne. Faut quand même avoir des capacités extraordinaires. Bien sûr. 260. Mais mais je parle de la vitesse de la voiture. Oui, je pense que c'est très éprouvant, très fatigant et que ça demande à la fois je dis pas le contraire. Une concentration incroyable, des capacités physiques. C'est un circuit qui est extrêmement exigeant. On est complètement d'accord, mais c'est-à-dire que déjà quand t'as la voiture qui va vite, par rapport à d'autres circuits, Monza, si t'as une voiture qui va pas vite, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, on va parler, on dit compliqué, on parle d'un circuit compliqué, on est à Monza, on est en Italie. On va aller, direction l'Italie, direction Maranello et Ferrari. Vas-y, me regarde pas là, tu m'énerves. Voilà, Julien, si vous le savez pas, hein, fervent supporter de la Scuderia. Tout le monde, non? Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je dirais pas que pour l'instant, je suis totalement fan. En tout cas, le dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, messieurs, c'est le cas Leclerc-Ferrari. Je pose la question, est-ce qu'on va pas vers un divorce? Et si je vous dis ça, c'est parce que aujourd'hui, on voit un Leclerc qui est déçu, qui est fatigué de sa monoplace, de cette Ferrari qui n'évolue peut-être pas. Il est et du coup, son avenir, où on lui promettait des titres chez Ferrari, on lui promettait un avenir radieux en rouge. Il le voulait, il l'a toujours voulu, par son histoire personnelle aussi. Là, c'est compliqué. Le divorce, j'y crois pas, moi. Ouais, pour plusieurs raisons. D'une part, le patron, c'est Fred Vasseur, donc il a été confirmé. Les rumeurs, juste, elles viennent de la presse italienne. Hein. C'est pour ça que, on se permet d'en parler. C'est quand même pas la première Infox qui viendrait d'Italie. Et puis, avec Fred Vasseur, honnêtement, je pense pas qu'il ait une idée de changement. Il a été prolongé pour l'associer à Hamilton. La bonne surprise, c'est que pour l'instant, il domine Hamilton, donc il a encore moins de raisons de partir. Et puis après, pour aller où? Où est-ce qu'il irait? Quand tu es chez Ferrari, tu es dans une écurie qui a de gros moyens. Alors certes, elle ne gagne pas depuis longtemps, mais tu sais que tu bénéficies de moyens et que potentiellement, tu peux tomber dans un cycle victorieux. Après, aller ailleurs, ça veut dire aller où? Mercedes, ça a l'air un peu d'être fermé. Red Bull, il y a Verstappen déjà. Et puis si tu vas même en deuxième pilote, bonne chance pour aller gagner quelques courses. Et puis la dernière écurie, c'est McLaren. Je pense qu'ils sont partis pour 4-5 ans avec Norris et Piastri tant qu'ils gagnent. Alors voilà. Tant qu'il n'y a pas un énorme clash entre les deux pilotes et qu'il y en a un qui décide de théorie, ils sont là au moins pour 2-3 ans. Donc voilà. Oui. Et honnêtement, moi je le vois pas partir. Il est bien chez Ferrari, parle italien.
il est apprécié des tifosi. Non, il est quasiment italien, hein, ah oui, les gars. Clair, parce que chez lui, bien sûr. Donc honnêtement, non, la relation avec Hamilton est plutôt constructive, ils s'entendent plutôt bien pour des rivaux. Moi, je ne le vois pas partir. Oui, mais alors pourquoi? Parce que tu dis la presse italienne, on n'est pas à la première infox, effectivement, mais quel intérêt, quel intérêt qu'ils ont les Italiens et la presse italienne Il a un coup de mou, il a un coup de blues. Vendre des journaux, je dirais. Ouais. À part ça, oui. Bon, je suis d'accord avec Zahir. Il irait où? Et en plus, moi en plus je l'adore. Non mais vraiment, sans parler beaucoup, effectivement, mais... je suis d'accord avec vous. Il y a pas, je vois pas où il irait. Là-dessus, on est d'accord. Moi, je suis team manager de McLaren et je sais pas. Admettons, on a un des deux qui décide de partir parce qu'il s'est vénère d'un truc n'importe quoi. Leclerc, je me dis, je regarde en arrière, je me dis, c'est un super pilote. Moi, je l'adore. Mais bon, je pense pas lui pour gagner. Il nous a montré plein de fois que c'était peut-être pas celui qui, si la voiture elle est pas pile poil comme il faut ou l'écurie pile poil derrière lui. Je suis désolé, Verstappen, on dit à chaque fois, mais il s'en fout, lui. Il pourrait être managé par des gamins de CM2. Ça serait pareil. Il dirait, c'est pas grave, les gars, rentrez chez vous, laissez-moi gérer la course. Et je me démerde. Charles, il a montré plein de fois, voilà. Et je trouve qu'il a des capacités de pilotage quand les planètes sont alignées, il est extraordinaire, il est très rapide, il optimise vraiment bien sa voiture, il a la bonne gestion de course, il est intelligent, il comprend, il parle bien. Voilà, il respecte, il sait quand il faut attaquer, quand il sent que ça surchauffe, machin, il prend ses distances, il attaque quand il faut. Je trouve que c'est un pilote très intelligent. Mais il lui manque, je sais plus de qui tu parlais quand tu disais, il est pas dingue. C'est vrai que il a pas les épaules. Si, c'est pas les épaules, je pense qu'il est trop intelligent peut-être, il réfléchit trop, voilà. Mais tu prends les pilotes qu'on préfère de l'histoire des pilotes, c'est les têtes de course, c'est les dingues, quoi. C'est les mecs qui se mettent dans le mur. Leclerc, il se mettra pas dans le mur. Donc effectivement, je pense qu'il a tout intérêt à rester chez Ferrari, et surtout que c'est pas ta question, mais moi je suis plus inquiet pour Hamilton. Je pense qu'il va justement, rester. j'allais revenir parce que après ta question, si je peux donner un point qui tendent un peu vers ça, ce serait, je dirais, moi, les relations conflictuelles avec les différents ingénieurs. C'est très compliqué chez Ferrari. Leclerc, il se prend tout le temps la tête avec son ingénieur de course. Hamilton, pareil. Il y a des problèmes avec quasiment tout le personnel de Ferrari. Donc, il y a encore du ménage à faire. Il y a encore du ménage. Et puis, le souci, bon, on peut se dire, c'est Hamilton, il vient d'arriver, c'est un anglophone, ce qu'on veut, il est gâté, c'est un septuple champion du monde. Mais quand ça t'arrive avec les deux pilotes, tu te poses quand même la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans le management. À toutes les courses, ils sont en désaccord sur la stratégie. Fais-moi rentrer. Non, tu rentres pas. Non, je veux rester. Rentre. C'est tout le temps, ils sont à l'opposé constamment, que ce soit lui ou Hamilton. Donc tu te dis quand même qu'il y a, en termes de gestion des pilotes et de gestion humaine, il y a un problème. Je pense que c'est le levier principal sur lequel ils peuvent évoluer, sur lequel Fred Vasseur a du travail. Il y a du boulot chez Ferrari. De toute façon, tout le monde le dit. Quel pilote? C'est Prost qui a dit gagner chez Ferrari, c'est extraordinaire, mais quand on ne gagne pas chez Ferrari, la pression est monumentale déjà. Et puis t'imagines dans le box, t'as pas une équipe, t'as tout un pays déjà. C'est quand même relou. Et puis je pense que c'est aussi des caractères, c'est des mecs qui font ça depuis très longtemps. Tu parlais d'Hamilton, Julien. Je voulais revenir justement. Toi, c'est plus donc finalement s'il y a un départ. Moi, je veux surtout pas faire du Hamilton bashing parce que je trouve qu'il n'usurpe pas son titre de légende. Ça restera dans les histoires comme un des plus grands pilotes de Formule 1. Mais j'ai pas compris son état d'esprit là sur cette saison. Il est parti à la pause fatigué, usé, et franchement, je le comprends. Moralement, ça doit être dur à vivre. Il revient à Zandvoort gonflé à bloc. Il sort, il se crache. Bon, c'est tant pis. Et qu'est-ce qu'il dit au micro en sortant? J'ai envie d'entrer chez moi. Alors que le matin, il disait qu'il était au taquet, trop content de reprendre la piste. On n'a jamais connu Hamilton dans cet état d'esprit. En même temps, il a toujours eu plutôt la win. Je ne veux pas dire que je suis inquiet pour lui, c'est un grand garçon, et je pense qu'il s'en fiche de mon avis, mais je me dis à tout moment, un mec de son âge, qui de toute façon se dit qu'il ne risque pas d'avoir un titre ni cette année et sans doute pas l'année prochaine, est-ce qu'à un moment il se dit pas, écoutez les gars, c'était peut-être la saison de trop, je vais peut-être en rester là, on a vendu quelques maillots en rouge et peut-être que maintenant on peut... Ça ne m'étonnerait pas. Il m'a bien convaincu, Julien, j'aurais presque pu y croire si la saison prochaine n'était pas celle du renouveau avec les règlements. Non, mais c'est ça. Tu vois? En fait, c'est la question de mental. Je pense qu'ils ont tous envie de voir l'année prochaine. T'as déjà vu Alonso, ils ont tous envie de voir. T'as déjà vu Hamilton, Alonso qui dit après un week-end, j'ai envie d'entrer chez moi? Non, mais Hamilton, c'est choquant. Hamilton, t'as vu ce qu'il dit Alonso à ses ingénieurs, à son écurie? Alonso, une voiture de, etc. Oui, mais il est énervé. Il est énervé, mais il n'est pas abattu. Il est énervé, il est vénère. Il dit les gars, faites-moi une bonne bagnole. Alors que Hamilton, il est là, il dit, il sait pas quoi faire, il apporte pas de solution. Alonso est là, il dit, la voiture n'est pas terrible non plus. Hein. La Ferrari? Ah oui.
c'est une merguez, la voiture. Voilà. Il peut rien en faire. Je suis désolé pour lui, franchement. C'est pas moi qui l'ai faite, mais C'est peut-être pas plus mal. c'est Ouais, peut-être pas plus mal. Bon, messieurs, il est l'heure tourne finalement. Ça passe vite, exactement. Moi, si je retiens quelque chose, c'est effectivement, en fait, sur beaucoup de sujets qu'on a abordés, vivement 2026. Ah oui. Alors, déjà, on va prendre le temps quand même de profiter, savourer, de savourer On cette dirait fin un de saison. ferrariste qui... l'année prochaine, c'est la bonne. Non, mais c'est ça. C'est jamais la bonne. Mais 2026, effectivement, avec tous les changements qui nous attendent, ça va être incroyable. On va rester, tiens, pour l'éphéméride de ce jour, puisque cette émission est enregistrée le 11 septembre. Et le 11 septembre 1977, je vous fais pas deviner, parce qu'on est un peu en retard, mais c'était le 3e titre constructeur consécutif pour l'écurie Ferrari. Voilà, c'est on remonte dans le temps, mais à cette époque-là, pour Ferrari, ça allait très bien. Ils enchaînaient donc un 3e titre consécutif en 48 ans. 1977 exactement. C'était la 5e de son histoire et c'était à l'issue du Grand Prix d'Italie à Monza justement. Ce bon vieux temps. Exactement. Alors à suivre et avant de se retrouver pour le prochain rendez-vous sur Automoto, votre rendez-vous en pole position, il y aura 2 Grands Prix à suivre, messieurs. Le 21 septembre. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, exactement. Et le 5 octobre, direction Singapour. Pour ce Grand Prix, 2 Grands Prix. Un petit mot sur ces 2 Grands Prix. Vous attendez une chose que vous attendez ou... Je pense qu'on va avoir déjà des performances disparates entre les 2 circuits. Ok. Les écuries qui vont dominer l'un ne vont pas forcément dominer l'autre, mis à part McLaren qui sera au rendez-vous à peu près partout. Donc j'attends pas mal de surprises à ce niveau-là. Ouais, non, je n'ai pas de pronostic. Franchement, c'est difficile à dire. On ne sait pas. Hein, surtout cette année, c'est très ouvert. Franchement, c'est un régal. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est fou. De mémoire de téléspectateurs, je me souviens pas qu'il y ait eu autant de différences entre les voitures en fonction des circuits. C'est fou qu'une voiture qui marche bien à un endroit, elle arrive sur un autre circuit et là on dit ah bah les pneus ils marchent pas. Et puis comment les pneus ils marchent pas, c'est les mêmes que la semaine dernière. Et puis sur la Q1 du 1er au 20e, tu as 7 dixièmes maintenant. C'est le pronostiquer quelque chose. Ils sont dans un pilote qui a 2-3 dixièmes dans ses mains, il gagne 10 positions. Ils sont dans un battement de cils. Mais c'est vrai que là c'est fou et franchement bien malin celui qui a pronostiqué l'issue d'un Grand Prix. Vas-y Alban. Ton pronostic? Non, moi je vais directement parler de ça et te laisser la main pour parler du dernier numéro d'Automoto à vous procurer. Exactement, le nouveau Automoto en kiosque depuis le jeudi 11 septembre et on fait justement un point sur la première moitié de la saison de Formule 1. Voilà, c'est disponible en ligne et chez vos marchands de journaux. Donc vous savez quoi faire, vous regardez cette émission en pole position, vous courez chercher, acheter le magazine Automoto. Et comme ça, vous aurez le débrief également de toute la saison passée. Messieurs, merci infiniment de m'avoir accompagné pour cette émission. Rendez-vous donc en octobre après les 2 prochains Grands Prix. Et d'ici là, portez-vous bien.